Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point, mais cette fois pas un point météo, un point climatique, le deuxième épisode, le deuxième point climatique que je vous fais sur la chaîne. Alors le premier je vous l'avais fait il me semble en début d'année 2024 et donc là je vous en refais un puisque le temps me le permet, vu que la situation météo ne va pas être très intéressante ces prochaines semaines, donc le temps me permet de vous faire ce deuxième épisode de points climatiques. Donc dans les points climatiques, on parle de quoi? On parle de la situation climatique sur notre planète et de différents événements, des différentes hypothèses, différentes théories. On parle vraiment de tout ce qui touche au climat finalement sur notre planète. Donc là, dans cet épisode, on va parler de la MOC et du réchauffement climatique. On va parler du lien évidemment qu'il y a entre les deux et des conséquences que l'on pourrait avoir au niveau de la MOC, des conséquences que l'on a, de ce qu'on observe en tout cas déjà actuellement au niveau de la MOC. Pas des conséquences, ça n'a pas trop de conséquences encore pour l'instant. Donc, déjà, le réchauffement climatique, vous savez ce que c'est, je vais pas vous expliquer maintenant ce qu'est le réchauffement climatique, on va simplement regarder ce qui se passe actuellement dans le monde au niveau de nos émissions de CO2, dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre, et donc vous pouvez voir sur ce premier graphique, malheureusement, que nous n'arrangeons rien au niveau de nos émissions de CO2, puisqu'elles ne font que augmenter toujours, alors même si on semble presque, je dis bien presque, observer une phase de stabilisation ces dernières années au niveau de nos émissions de CO2, ça veut dire que ça augmente un petit peu moins, ça augmente quand même, par rapport à 2019, là, sur les 9 premiers mois de 2024, on est sur une hausse de 2,8%, et par rapport à 2023, on est sur une hausse de 0,5%, donc malheureusement, nous continuons à augmenter nos émissions de CO2, et ce n'est absolument pas une bonne nouvelle, surtout si on veut atteindre le net zéro, le fameux net zéro, c'est pas en augmentant les émissions de CO2 qu'on l'atteindra. Maintenant, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a cette phase de stabilisation, alors il faudra voir comment ça va évoluer dans les prochaines années, mais on est à des niveaux beaucoup trop hauts, vous le voyez très bien. Là, c'est les émissions journalières de CO2, Daily Emissions, journalières, c'est-à-dire que journalièrement, là, à notre époque actuellement, vous le voyez, sur les 9 premiers mois de 2024, en moyenne journalièrement, on émet 98,51 mégatonnes de CO2 par jour. C'est vraiment énorme, c'est complètement aberrant, des chiffres pareils, alors ça fait des années qu'on nous promet le net zéro, ça fait des années qu'on nous dit on va diminuer machin bidule, alors ouais c'est vrai qu'on en fait un petit peu moins, qu'on en émet un petit peu moins, que l'accélération des émissions de CO2 s'est un petit peu diminuée ces dernières années, ça s'accélère beaucoup moins au niveau de l'augmentation, mais ça augmente quand même, donc pour l'instant on est très loin du net zéro, puisque nous continuons à augmenter nos émissions de CO2, nous n'avons d'ailleurs jamais émis autant de CO2 évidemment, sur notre planète que durant ces dernières années. Donc ça, c'est le point au niveau de nos émissions de CO2. Maintenant, je vous propose de passer évidemment aux températures, les températures de notre planète qui continuent à s'envoler. 2024, nouvelle année la plus chaude jamais enregistrée sur notre planète, qui va battre une année très lointaine. Alors c'est un record énorme, ça fait des années que ça n'a pas été battu, une année vraiment très lointaine qui est 2023. Voilà, 2023. Et 2023 qui avait elle-même battu 2016. On voit que les intervalles de temps sont pas très grands sur les années les plus chaudes jamais enregistrées sur notre planète. Mais voilà, il y a toujours des gens qui vont réfuter le réchauffement climatique. Donc 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et l'événement qui est assez étonnant que l'on observe en 2024, c'est que El Niño est terminé et pourtant là la température recommence à grimper. Y a pas de baisse, il n'y a pas réellement de baisse des températures observées. Alors forcément là en arrivant en été, l'anomalie était un petit peu moins grande, vous voyez qu'elle a flirté au niveau des plus 1,5 degrés par rapport évidemment à la période pré-industrielle, mais en somme on voit qu'au niveau des anomalies on est en train d'augmenter durant cet automne 2024 et on repasse à des anomalies qui atteignent les environs d'1,7 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Donc c'est assez étonnant. Normalement les anomalies de température elles suivent
elles suivent quand même El Niño, elles suivent enfin les phénomènes d'Enso, El Niño, la Niña, la Nada. La Nada c'est le neutre évidemment. Elles suivent normalement ces épisodes-là, c'est-à-dire que nous avons les plus grands pics, les plus grosses anomalies de température lorsqu'on est dans des épisodes El Niño, et normalement on a les pics les plus bas en arrivant vers la Niña, mais les plus bas à l'ère du réchauffement climatique évidemment, donc voilà, hein, là on était à la Niña par exemple au début d'année 2023, on va pas arriver là, hein, on n'arrive pas au 0,0, on arrive sur des anomalies qui sont en dessous des 1,5, aux alentours de plus 1,2, plus 1,3, et quand donc on est dans une période El Niño, vous voyez qu'on peut atteindre des anomalies qui lors des plus gros pics peuvent atteindre les plus 2, comme ici en novembre 2023, comme ici en février 2024. Sauf que là, donc voilà, on observe une nouvelle remontée des températures actuellement durant cet automne, alors que El Niño est terminé et que nous n'avons pas vraiment de remontée des températures actuellement au niveau de l'ENSO, au niveau du Pacifique équatorial, au niveau de la température des eaux. Donc c'est assez problématique de voir que les températures ne suivent plus vraiment cette évolution cyclique là, des périodes La Niña et El Niño. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est évidemment en train d'étonner beaucoup de scientifiques et c'est assez alarmant évidemment de voir que les températures partent totalement en vrille même lorsque nous ne sommes pas dans des événements El Niño. Voilà, la température continue d'être sévèrement haute, très 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 haute, alors qu'El Niño est terminé, hein, je vous le rappelle, depuis cet été 2024. Voilà, donc nouvelle hausse des températures et donc évidemment hein, là vous voyez que en moyenne, si on fait la moyenne à peu près de 2024, l'anomalie elle tourne autour des 1,6 actuellement, je crois qu'on est à 1,61, donc évidemment une anomalie bien supérieure à l'année 2023 qui était à 1,48 degrés par rapport à la norme pré-industrielle, donc 2024. Alors à la fin de l'année, 2024 devrait terminer aux alentours des plus entre 1,55 et 1,6, donc être tout simplement l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Et c'est là que vous vous rendrez compte que c'est pas parce que en 2024 là on a eu des périodes plus fraîches et humides qui nous ont donné un ressenti humide et voilà des périodes plus fraîches et plus chaudes entre l'été et l'automne que ça veut dire que c'est la même chose partout dans le monde. Maintenant, on va passer évidemment au sujet, je pense, qui vous intéresse le plus et nous allons regarder un petit peu l'AMOC, ce qui peut se passer au niveau de l'AMOC, je pense que c'est assez intéressant d'en parler. Alors l'AMOC déjà, c'est quoi? C'est l'ensemble finalement des courants marins, c'est la grande machine, on va dire, la grande machine, on va l'appeler comme ça, qui permet le transfert de la chaleur des tropiques vers les latitudes plus nordiques, hein, du nord de l'Atlantique. Hein, la MOC, cet ensemble de courants marins qui prend d'ailleurs, hein, dont le Gulf Stream fait partie par exemple, transporte tout simplement la chaleur des tropiques vers le nord, vers l'Atlantique Nord, et ça nous fait un petit peu un effet de radiateur sur le climat européen, c'est-à-dire que c'est cette alimentation, c'est cette AMOC, c'est ces courants marins qui nous permettent d'avoir ce climat quand même assez doux en Europe, hein, ce climat plutôt océanique, notamment chez nous du côté de l'Europe de l'Ouest. Hein, et c'est pour ça que même si par exemple Paris est à la même hauteur que... non, c'est Madrid même qui est à la même hauteur que Montréal, eh bien les deux climats sont totalement différents. À Montréal l'hiver il fait facilement moins 20, moins 30 avec beaucoup de neige, alors qu'à Madrid l'hiver il pleut, il fait 10 degrés avec une influence océanique et plutôt douce. Voilà, c'est vraiment l'AMOC qui joue ce rôle de radiateur. Sauf que le problème c'est que l'AMOC elle est un petit peu secouée à cause justement du réchauffement climatique. Hein. Nous avons actuellement dans les pôles, hein, la fonte des banquises, on a aussi la fonte des glaciers évidemment sur les terres. Hein. Tout cela permet un apport d'eau douce extrêmement important dans l'Atlantique Nord qui vient un petit peu titiller, qui vient un petit peu malmener la machine, hein, qui est la MOC, avec malheureusement beaucoup trop d'eau douce qui est déversée dans l'Atlantique. Donc on a un problème de salinité actuellement. Je vous rappelle quand même que ces courants, voilà, ils marchent par rapport à la densité que l'on peut avoir, hein, au niveau de la salinité, de la densité de l'eau, etc. Et donc forcément, plus vous apportez d'eau douce dans l'Atlantique Nord, plus la salinité va baisser, plus on va avoir ces problèmes de densité, hein, et plus malheureusement les courants vont être malmenés. Alors
Ce qu'il faut savoir, c'est que ce courant, il joue un rôle majeur dans l'oxygénation de l'océan, hein, dans le captage de CO2 atmosphérique. Hein. C'est ici justement, hein, du côté de l'Atlantique Nord, que le CO2 est happé par ces courants marins et directement... j'ai envie de dire, déversé dans l'océan. Donc, le CO2 est capté à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que ces eaux chaudes que vous avez ici, elles sont en surface. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau chaude est plus... Enfin, le chaud est plus léger que le froid. Donc, le chaud a tendance, c'est comme dans l'air, hein, à monter, alors que le froid a tendance à descendre. Donc, là, l'eau chaude que vous voyez ici, elle remonte vers l'Atlantique Nord, arrive dans les eaux plus froides de l'Atlantique Nord. Donc, en se refroidissant, elle va descendre, hein, dans l'océan, plus en profondeur, et ensuite donc cette eau froide elle va un petit peu plus profondément dans l'océan, retourner, hein, vous le voyez, vers le sud de l'Atlantique, puis ensuite vers le nord de l'Antarctique. Donc c'est à partir de ce moment-là, lorsque cette eau chaude plonge dans les profondeurs de l'océan, que nous avons le CO2 qui est capté, hein, et qui est justement déversé dans une grande partie de l'océan Atlantique. Alors j'essaie de vous expliquer ça le mieux possible, hein, avec mes mots. Évidemment, je suis pas très habitué au point climatique, hein. C'est mon deuxième épisode, donc il se peut parfois que voilà, j'ai quelques hésitations, mais que au final, j'arrive à quand même vous trouver les mots. Donc c'est ici que tout se joue dans l'Atlantique Nord, et donc forcément, si vous avez ce courant marin qui est ralenti, voire qui s'effondre totalement, vous n'avez plus cet apport de chaleur depuis les tropiques vers le nord de l'Atlantique, donc vous n'avez plus cet effet de radiateur pour le climat européen, et donc vous avez un climat européen qui va automatiquement se refroidir. Et donc c'est le sujet actuellement que nous avons, et c'est un sujet évidemment controversé chez les scientifiques, hein, cette histoire d'AMOC qui pourrait refroidir notre climat. Alors je voulais vous montrer tout de même, hein, je voulais vous montrer un graphique qui est issu d'une étude faite évidemment sur la MOC au niveau de l'Atlantique, hein, notamment évidemment. La MOC, c'est surtout l'ensemble des courants marins dans l'Atlantique. Et donc lorsque vous voyez ce graphique, alors c'est... attendez, vous voyez pas mon curseur, tac, là vous le voyez. Vous voyez que... eh bien, nous avons une baisse, hein, une tendance à la baisse et au ralentissement quand même de l'AMOC. Hein. Actuellement, on la voit très bien ici, hein, cette baisse, hein, de cette tendance. Si on faisait une courbe de tendance toute droite, finalement, elle descendrait un petit peu comme ça, cette courbe de tendance. Donc, on a effectivement un ralentissement par rapport à cette AMOC. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces courants océaniques et cette AMOC, il est surtout mesuré depuis 2004. Hein. Avant 2004, ce sont des modèles, hein, qui ont fait ça, hein. Ce n'est pas des vraies analyses que nous avons de ces courants marins, hein. Ce sont vraiment des modèles qui se basent évidemment sur la situation actuelle, sur ce qui est enregistré dans l'océan, et qui ont pu essayer de réanalyser et donc de remodéliser la puissance de la MOC depuis, donc là c'est les environs de 1880, donc là ça doit être aux 1850, tout simplement de 1850 à aujourd'hui. Et donc voilà, on voit très bien cette tendance à la baisse, et on voit que ça baisse de plus en plus d'ailleurs, hein, que cette baisse est d'autant plus conséquente ces dernières années. Plus le climat se réchauffe, plus la MOC ralentit. Tiens donc il va falloir surveiller ce paramètre, puisque évidemment si cette AMOC ralentit, voire dans le pire des cas s'effondre, nous aurons effectivement le refroidissement du climat européen. Alors je ne sais pas si vous avez vu mon curseur, hein, dans le graphique que je vous ai montré juste avant. Tac, je vais quand même vous montrer le captage de CO2 et la mise en profondeur, hein, du courant ici, hein, de la MOC. C'est ici, du côté de l'Atlantique Nord, ici, entre la jonction entre le froid et le chaud, tout simplement, là où les eaux chaudes de surface plongent en profondeur, hein, en se refroidissant dans l'Atlantique Nord. C'est vraiment juste ici que nous avons le captage de CO2, que nous avons les échanges d'oxygène du côté de l'Atlantique, et que nous avons voilà cet enfouissement, on va dire, du courant un petit peu plus profondément dans les eaux de l'Atlantique. Et donc je voulais vous montrer également un modèle, hein, enfin la prévision d'un modèle. Après, elles sont extrêmement changeantes évidemment, donc ça voilà, je vais pas vous mentir que c'est une carte à ne pas forcément prendre absolument au pied de la lettre. Ce n'est qu'une image qu'on peut se faire, hein, en cas
vraiment d'effondrement de la MOC, mais on a des modèles qui prévoient parfois un refroidissement un petit peu plus au sud, certains un petit peu plus au nord, certains un petit peu plus à l'est, certains un petit peu plus à l'ouest. En tout cas, dans toutes les modélisations qu'on a au niveau de l'effondrement de la MOC, on a l'apparition de cette énorme bulle froide entre l'Atlantique Nord et le nord de l'Europe, avec donc, vous voyez, un refroidissement très marqué, qui permettrait d'avoir des hivers très rudes du côté de ces secteurs-là, entre Atlantique Nord et Europe du Nord notamment. Évidemment, il y aurait des effets sur une bonne partie de l'Europe, puisque lorsque vous avez un refroidissement aussi important, vous pouvez avoir parfois quelques dépassements, évidemment, un petit peu plus au sud, un petit peu plus au nord, on peut avoir quelques dépassements, et ça, donc ça reste qu'une modélisation parmi tant d'autres des effets de l'effondrement de la MOC. Mais par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que dans le reste du monde, la surchauffe est gigantesque, on a une surchauffe absolument aberrante, elle est absolument incroyable. Pourquoi ? Parce que cette chaleur dont je vous ai parlé, la chaleur des tropiques, elle n'est plus transportée vers le nord, donc forcément elle va s'accumuler encore et encore. Cette chaleur, elle ne va pas être en partie annihilée et transformée par ces courants océaniques qui l'amèneront vers le nord, donc elle va s'accumuler encore et encore cette chaleur. Donc tandis que le nord de l'Europe, l'Atlantique Nord, vont fortement se refroidir, le reste du monde va fortement se réchauffer, bien plus encore qu'actuellement, avec des anomalies complètement absurdes, et donc vous le voyez très bien, ce n'est pas parce que nous aurons un refroidissement en cas d'effondrement de la MOC du nord de l'Atlantique et du nord de l'Europe qu'il faut remettre en question le réchauffement climatique derrière, puisque vous voyez que le reste du monde surchaufferait de manière encore plus brutale qu'actuellement. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'on a cette bulle froide qui va apparaître que le reste du monde va aussi se refroidir et qu'on va plonger dans une ère glaciaire planétaire globale. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est absolument pas vrai. Le reste du monde surchauffera, tandis que surtout l'Europe du Nord va se refroidir. Voilà. Si on prend la situation actuelle au niveau du réchauffement climatique, évidemment, nous n'avons pas de gros effets sur l'Europe du Nord. Alors, on a un petit refroidissement, notamment dans les dernières années, les 30-40 dernières années, du côté de l'Atlantique Nord, l'un des seuls endroits d'ailleurs à s'être refroidi, évidemment, depuis ces dernières années, depuis le début, depuis l'ère industrielle 1850, c'est l'un des seuls endroits à s'être refroidi. Mais sinon, le reste du monde ne se refroidit pas. Au contraire, se réchauffe encore et encore. Et si on prend à la base, si on prend la base de la période pré-industrielle, eh bien, même cet endroit-là de l'Atlantique Nord s'est réchauffé. Alors, beaucoup moins évidemment que le reste du monde, mais il s'est réchauffé de 0,4-0,5 degrés à peu près, lui aussi. Donc, c'est un refroidissement un rafraîchissement, on va dire pour l'instant, qui ne se mesure là depuis que 30-40 ans, depuis que le réchauffement climatique est de plus en plus important. Voilà. C'est d'ailleurs AMOC à la ralentie d'environ 4%. Ce sont les études officielles scientifiques qui sont sorties, qui le prouvent, on l'a vu par les mesures, qui le prouvent effectivement que cette AMOC, la ralentit de 4% notamment depuis 1980 et elle continue donc de ralentir actuellement. Nous verrons bien dans le futur quels effets elle pourrait avoir. Alors attention, j'ai vu certains parler de cette AMOC en disant qu'à partir de... Ça commencera en 2025 l'effondrement et que c'est à partir de 2025 ça commencerait à se refroidir machin. Non. Les scientifiques ont donné une tranche. Ils ont dit un effondrement possible. D'ailleurs, ça ne veut pas forcément dire qu'il aura lieu. C'est une possibilité. L'effondrement de la MOC, attention, c'est une hypothèse, une possibilité qu'on doit prendre en compte évidemment, mais c'est comme une modélisation à 300 heures de GFS. C'est une possibilité, c'est un signal, mais ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Ça peut très bien flop. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, cette AMOC, voilà, comme je vous disais, qu'est-ce que je vous disais juste avant ? Oui, voilà, c'est une possibilité. J'ai vu certaines personnes donc me dire que ça pouvait arriver dès 2025. Attention, c'est une tranche qui est donnée par les scientifiques entre 2025 et 2095, ça veut pas dire, donc ne prenez pas tout de suite l'année la plus proche de nous, elle est énorme cette tranche là d'estimation d'effondrement de la MOC, elle est gigantesque, c'est sur 70 ans, 2025-2095, donc ne prenez pas l'année la plus proche pour vous dire non ça va commencer là en 2025, c'est pas vrai, et ça va sûrement même pas commencer en 2025, il faudra voir l'évolution qu'on va avoir dans les prochaines années, mais un effondrement de cette AMOC, ça se compte sur des dizaines et des dizaines d'années, 10, 15, 20, voire 30 ans, on verra bien, mais en tout cas, ça se compte sur une période beaucoup plus longue que ça. Donc,
On va surveiller tout ça évidemment, on va continuer à regarder évidemment les articles scientifiques qui vont sortir là-dessus. Des scientifiques, parfois de renommée, ont envoyé une lettre au Conseil nordique concernant cette AMOC des océanographes, je crois, je ne sais plus comment ça se dit, des experts, des gens qui étudient l'océan et des experts du climat qui ont donc envoyé une lettre pour prévenir d'un possible effondrement de la MOC au Conseil nordique, et ils ont également appelé le GIEC à prendre de plus en plus cette éventualité en compte, puisque le GIEC précise qu'il y a peu de possibilités d'effondrement de la MOC, mais ces scientifiques qui sont des scientifiques de renommée quand même, Mann, Lohmann, Ramstorff, des scientifiques qui sont très connus pour leurs études scientifiques sur les océans et le climat, eh bien préviennent sur vraiment cette possibilité, cette grande possibilité d'effondrement de la MOC. Donc pour moi, il faut quand même la prendre en compte. Il faut largement la prendre en compte, surtout quand vous avez des scientifiques de renommée qui ont fait des travaux absolument incroyables sur le climat, qui vous préviennent sur cette possibilité d'effondrement. Voilà. Donc ce point climatique, il était long, là, il dure une vingtaine de minutes, mais il était important pour moi de vous expliquer cette situation. Maintenant, je vais répondre à quelques commentaires que j'ai pu recevoir là ces derniers jours sur ma chaîne YouTube concernant le réchauffement climatique, avec quelques arguments qui ont été lancés et qui sont largement contrables, mais il est plus facile de les contrer en vidéo. L'argument qui revient, le principal, c'est celui qui dit que les planètes du système solaire se réchauffent absolument toutes, et donc il est logique que la Terre fasse d'elle-même, et que donc l'homme n'est pas responsable du réchauffement climatique. Attention, là vous avez lu des articles scientifiques qui sont un petit peu tout seuls et qui ne font pas partie d'un consensus scientifique. Il n'y a pas de consensus scientifique, il n'y a pas d'accord scientifique sur un réchauffement des planètes du système solaire. Il est d'ailleurs bizarre de dire que les planètes du système solaire se réchauffent alors que nous n'avons que très très peu d'instruments pour mesurer leur température. Mars par exemple, j'ai vu des gens qui disaient que Mars se réchauffait. On ne sait même pas s'il y a des saisons sur Mars. Alors comment voulez-vous qu'on sache si Mars se réchauffe ou pas ? On ne sait quasiment rien sur la saisonnalité et les températures, le climat des autres planètes du système solaire. Jupiter, on a des hypothèses qui disent qu'elle se réchaufferait à l'équateur tandis qu'elle se refroidirait au pôle. Donc on n'a que des hypothèses qui sont actuellement mises en place sur le climat des planètes, mais on ne le connaît que très très peu. Donc non, c'est totalement faux. On ne sait pas quel est le climat des planètes et on ne sait pas si elles se réchauffent ou pas actuellement. Attention à ça, ce n'est pas vrai, c'est de la fake news. Il n'y a aucun consensus scientifique. D'ailleurs, la majorité des scientifiques sont pour dire que on ne connaît pas assez le climat des autres planètes du système solaire pour vraiment dire qu'elles se réchauffent ou qu'elles se refroidissent, et qu'il va falloir plus d'instruments de mesure que ça, et que nous saurons que beaucoup plus tard dans le futur quel est réellement le climat des autres planètes de notre système solaire. Voilà, et donc je vous remercie donc d'avoir suivi ce point climatique. Je vous retrouverai peut-être pour de nouvelles vidéos en essayant de garder une certaine activité sur ma chaîne un petit peu plus tard. Désolé pour ce point climatique qui était quand même très long, 23 minutes. J'en suis désolé, mais il fallait que je mette un petit peu tout au clair sur la situation au niveau de la MOC et du réchauffement climatique. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point. C'était Météo 37. Bye tout le monde.